Voici quelques récits d'apparitions de fantômes de par le monde. Je ne fais que rapporter ces faits tels qu'ils sont racontés par les témoins, sans apporter aucun argument de ma part, libre à vous d'en juger. Le 10 août 1901, deux Anglaises vécurent une expérience qu'elles considérèrent comme paranormale dans les jardins du Petit Trianon. Cette histoire, qu'elles publièrent en 1911, sous le nom de An Adventure, connut un certain succès et alimenta la théorie que des fantômes hantraient le Trianon. Tout commence avec deux Anglaises, Miss Moberly, directrice du collège féminin Saint-Hugues College à Oxford, et Miss Jourdain, ancienne élève qui seconde Miss Moberly dans ses fonctions. À l'occasion d'un voyage en France, les deux femmes décident de se rendre à Versailles pour visiter le domaine qu'elles ne connaissent que très vaguement. C'est donc une belle et chaude journée d'août 1901, que les deux amies entreprennent leur visite en commençant par le château. La journée se passe sans encombre, les jeunes femmes sont ravies de leur visite et décident même de poursuivre leur découverte du domaine en se rendant à Trianon. Le temps est agréable et la promenade très plaisante, rien ne semble pouvoir troubler la tranquillité de cette journée ordinaire. Pourtant, les deux femmes vont faire une expérience pour le moins troublante. Une étrange sensation. Après avoir marché pendant un certain temps, Miss Moberly et Miss Jourdain demandent leur chemin à deux hommes, vêtus de manteaux verts et de petits tricornes, portant des bêches. Alors qu'elle quittait l'allée, Miss Moberly se sentit soudain envahie d'une détresse inexplicable et grandissante. Ne voulant pas inquiéter son amie, elle ne lui fit pas part de son ressenti. En poursuivant leur chemin, les deux femmes aperçoivent un homme vêtu d'une cape et d'un chapeau, assis près d'un kiosque chinois, les regardant avec une expression insistante et épouvantable. Un vif sentiment de panique parcourt alors Miss Moberly. Heureusement, un homme aux cheveux bouclés, les yeux sombres, vint interrompre momentanément ce sentiment d'inquiétude. Dans un jargon qu'elles eurent du mal à comprendre, l'homme les exhorta à poursuivre leur chemin par la droite. Quelques pas plus loin, Miss Moberly aperçut une femme assise, plutôt jolie, en train de dessiner. Elle portait un chapeau blanc et était vêtue d'une robe légère, assez démodée et peu commune. Un nouveau sentiment étrange parcourut Miss Moberly en la regardant. Le sentiment d'oppression et de placidité qui imprégnait les lieux, ternirent l'enthousiasme des deux Anglaises qui rentrèrent à Paris troublées par cette expérience. De retour à Paris. Ce n'est qu'une semaine après ces événements que les deux amies échangèrent leurs ressentis sur cette journée passée à Versailles. Penses-tu que le Petit Trianon soit hanté ? Demanda Miss Moberly à sa cadette. C'est sans aucune hésitation que Miss Jourdain répondit promptement, oui. Les deux femmes comparèrent alors leurs deux expériences et se rendirent compte de plusieurs étranges similitudes, comme le sentiment d'anxiété et de tristesse inexplicable survenu au même moment au Petit Trianon. Un an plus tard, les deux amies décident de mettre leurs expériences par écrit et envoient leur récit à la Société de recherche psychique, qui refusera de le publier faute d'enquête suffisante sur le sujet. Les deux amies décident alors de mener elles-mêmes les recherches et publient leur récit en 1911 sous le titre « An Adventure », traduit par les fantômes de Trianon en français. Le succès du livre est immédiat et de nombreux experts s'intéressent au sujet. L'expérience des deux Anglaises est d'abord démentie car les vérifications historiques du récit ne sont, à l'époque, pas concluantes. Cependant, l'accumulation de détails et de coïncidences troublantes sème le doute dans les esprits. Plusieurs décennies après la publication du témoignage des deux Anglaises, une découverte crédite leur récit. Un plan du Trianon est découvert, indiquant qu'un pavillon chinois avait bel et bien existé en 1774. Une question se pose alors,
Comment Miss Moberly et Miss Jourdain auraient-elles pu connaître cette information, insoupçonnée à leur époque? Et si les hommes en verre qu'elle avait croisés pendant leur visite étaient en réalité les fantômes des jardiniers du roi Louis XV, et que la femme rencontrée assise à dessiner était en réalité, non pas le fantôme de Marie-Antoinette comme l'ont d'abord cru les deux Anglaises, mais plutôt celui de Madame du Barry. Le fantôme de l'opéra. En octobre 1873, le conservatoire de musique de la rue Le Pelletier est détruit dans un incendie. Parmi les victimes, un jeune homme, promis à une grande carrière de pianiste, et une jeune fille qui se destinait à la danse. Ils s'aimaient et devaient se marier. Le jeune garçon composait une œuvre pour orgue qui devait être jouée lors de la cérémonie. En réalité, le jeune pianiste survécut et se cacha dans le sous-sol de l'Opéra Garnier de 1875 jusqu'à sa mort. Toutefois, après son décès, de curieux et dramatiques événements se produisirent. Un spectateur est tué par la chute du grand lustre en 1896, on dit qu'il se trouvait sur le fauteuil numéro 13. Un machiniste est retrouvé pendu, sans corde, et un petit rat se tue en tombant de la galerie. On dit enfin que les directeurs de l'époque devaient remettre 20 000 francs par mois à un mystérieux individu, qui demandait par ailleurs qu'on lui réserve la loge numéro 5. Nous prévenons les mélomanes amateurs de sensations fortes, cette loge existe toujours. L'homme rouge des Tuileries. Un boucher, dit Jean l'Écorcheur, dont l'étal se trouvait non loin du palais des Tuileries, s'est fait un jour tuer sur ordre de Catherine de Médicis, au motif qu'il connaissait trop de secrets de la couronne. Je reviendrai, ont été ses derniers mots. Effectivement, il serait apparu à Cosme Ruggieri, l'astrologue de la reine, et lui aurait annoncé que cette dernière allait mourir, près de Saint-Germain. Catherine de Médicis a toute sa vie fui les endroits portant ce nom. Peine perdue, sur son lit de mort elle demanda à son confesseur comment il s'appelait, Julien de Saint-Germain. L'homme rouge des Tuileries serait également apparu à Marie-Antoinette en juillet 1792, à Napoléon en 1815 quelques mois avant Waterloo, ainsi qu'à Louis XVIII et à son frère, quelques jours avant la mort du roi. L'épilogue de cette histoire se déroula durant la Commune, le 23 mai 1871, lors de l'incendie du palais des Tuileries. Plusieurs témoins dirent avoir vu le fantôme de Jean l'Écorcheur dans les flammes qui ont ravagé le palais 3 jours durant. Le fantôme du Père Lachaise. Un cimetière est toujours propice aux histoires de fantômes. Surtout celui-ci, dernière demeure d'Allan Kardec, d'Edith Piaf ou bien encore de Jim Morrison. Certains disent avoir vu les fantômes de la môme et du chanteur des Doors. Une photo de lui-même aurait été prise en 1997. Mais c'est une autre histoire qui nous intéresse, bien connue des chauffeurs de taxi. À l'aube, un homme au teint blafard aile un taxi place du Châtelet, et lui demande de se rendre tout en haut de la rue de la Roquette, à l'angle du boulevard Ménilmontant. Une fois arrivé à destination, alors que le chauffeur arrête le compteur et s'attend à ce que son passager lui règle la course, il se rend compte qu'il est seul dans sa voiture. L'homme à la redingote. En juin 1925, Jean Romier, 24 ans, révise ses cours de médecine dans le jardin du Luxembourg, assis à côté d'un vieillard vêtu d'une redingote démodée. Ce dernier se présente à lui, Alphonse Berruyer, et l'invite à assister à un concert privé. Le vendredi suivant, le futur médecin se rend chez Monsieur Berruyer.
Après avoir assisté au concert et passé une très bonne soirée en compagnie de son hôte et de sa famille, Jean Romier s'en va vers minuit et se rend compte alors qu'il a oublié son briquet. Il remonte, sonne, mais personne ne répond. Le voisin est catégorique, personne n'habite dans cet appartement depuis la mort de M. Berrulier il y a 20 ans. La police s'en mêle et fait venir le propriétaire qui n'est autre que l'arrière-petit-fils d'Alphonse Berrulier. L'appartement est effectivement inhabité mais Romier reconnaît le portrait du neveu de son hôte est beaucoup plus troublant, il retrouve son briquet, recouvert de poussière, posé sur un guéridon. Gérard de Nerval. Ce poète romantique français est bien connu pour ses récits de voyage en Orient, sa petite folie excentrique de s'être baladé un jour dans les rues de Paris avec un homard au bout d'une laisse, et enfin son suicide par pendaison dans un coin sombre du 4e arrondissement de Paris, sur l'emplacement de l'actuel théâtre de la ville. Hanté dans la vie par ses démons, le poète fait subir le même sort aux spectateurs du théâtre, nombre d'entre eux prétendent avoir vu sa silhouette surgir sur scène dans le but de déconcentrer les acteurs. Pas de trace du homard, qui semble avoir rejoint l'au-delà plus tranquillement. La femme du résistant. De tous les contes tragiques de trahison et de sacrifice qui ont parcouru l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'un d'entre eux s'inscrit dans le domaine du surnaturel. La légende raconte que sous l'occupation, une Parisienne jongla avec un amant nazi et un mari résistant, utilisant cette position pour livrer les informations du premier au second. Une nuit d'hiver, alors qu'elle attendait son mari sur le pont Marie et qu'il ne venait pas, elle mourut de froid sur place. On prétend désormais que son fantôme se tient toujours sur le pont en sanglots. Isoré de Montsouris. La sombre histoire de ce parc pourtant idéal pour pique-niquer est un savant mélange de fiction et de réalité. Le nom d'une rue proche, de la Tombe Issoire, fait écho à une légende durable, celle du terrible brigand Isoré de Montsouris, qui résida ici au IXe siècle, terrorisant les voyageurs de passage. Après avoir été décapité par Guillaume d'Aquitaine, le reste de son corps continua à vivre sous une forme spectrale, et on l'a souvent surpris à traîner du côté du palais du Bardo. Les sceptiques peuvent se moquer, mais un dernier rebondissement dans l'histoire les fera réfléchir. En 1991, ce palais fut vendu au gouvernement afin d'être restauré, mais il partit mystérieusement en fumée avant que les travaux ne commencent. Albert le Grand. Théologien, alchimiste, parfois nécromancien et passionné de mystique, l'érudit médiéval Albert le Grand portait bien son nom si l'on en croit les nombreuses disciplines où il excellait. Son héritage est triple, son influence sur son élève Thomas d'Aquin, qui le trouvait un peu bizarre, son manuel du sorcier Petit Albert, et sa présence persistante dans sa propre rue Maître Albert, dans l'ombre de Notre-Dame. Il peut arriver aux visiteurs nocturnes de rencontrer le grand maître dans son costume de magicien. Les sceptiques choisiront quant à eux de trinquer à sa mémoire dans le restaurant gastronomique qui porte son nom. Le Gitan. Au numéro 1 bis de la petite rue de Bièvre, par ailleurs toute proche de la rue Maître Albert, se tenait autrefois un minable bouge pour poivreaux. Le patron du bar reçut un jour la visite d'un gitan louche qui insista pour lui lire l'avenir. Réticent, le patron refusait à chaque fois, jusqu'à ce que ses animaux domestiques et ses proches meurent tous dans d'étranges circonstances. Peu après, sa femme rencontra le gitan et ne fut plus jamais aperçue.
Sidéré, et même terrifié, l'homme ferma boutique. L'année suivante, les nazis rasèrent l'immeuble. Les promoteurs évitèrent ensuite de construire sur le site maudit, et le terrain vague, envahi par les mauvaises herbes, peut toujours être épié à travers les barreaux d'une porte qui ne s'ouvre jamais. Les mains du diable. Pendant la construction de Notre-Dame, on missionna un jeune artisan ambitieux du nom de Biscornet pour réaliser les ornements en fer de 2 portes de la cathédrale. Biscornet se mit à la tâche avec zèle, mais réalisa vite qu'elle était trop difficile pour être accomplie par lui seul. Il passa alors un pacte faustien en demandant au diable de l'aider à achever son chef-d'œuvre. Une fois les travaux terminés, des pèlerins à travers tout le pays affluèrent à Paris pour admirer le remarquable artisanat du diable au cœur même de la nouvelle maison de Dieu. Le barbier démoniaque. Il est étonnant que Sweeney Todd ait échappé aux soupçons si longtemps, étant donné qu'un barbier parisien avait commis le même crime 500 ans plus tôt. Au XIVe siècle, le barbier démoniaque de la rue Chanoine put se soustraire à la justice pendant des années avant que la police ne reniflât l'odeur du crime ou plutôt de la chair en décomposition. Comme son imitateur anglais, le barbier a fait l'erreur fatale de se débarrasser des chairs en les donnant à un boucher du coin, dont la viande au goût étrange sema le doute chez ses clients. Promenez-vous du côté du vin de la rue aujourd'hui, et avec un peu de chance vous entendrez les faibles cris des fantômes du passé. Un chauffeur de taxi partage son expérience bizarre de la façon dont il a accidentellement transporté des fantômes. Il a écrit sur Facebook, « Je suis chauffeur de taxi depuis 15 ans et hier a été la nuit la plus effrayante de ma vie. À 23 heures, je me préparais à rentrer chez moi pour prendre une douche chaude et passer une bonne nuit de sommeil. Je conduisais négligemment devant un vieil hôtel quand j'ai vu une femme sur le bord de la route me faire signe de m'arrêter. Au début, je voulais la doubler parce que je ne voulais vraiment plus prendre de passagers, mais après y avoir réfléchi, je me suis arrêtée et me suis penchée. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Dinsdale Avenue. »« Sortez de Worth Street » répondit-elle. « Je sais ce lieu. À quelques pâtés de maison de l'endroit où je m'arrête habituellement pour faire le plein. » J'ai remarqué que la fille avait l'air bizarre. Elle portait un jean décontracté et un débardeur blanc, mais quelque chose n'allait pas chez elle. Je ne peux pas comprendre. Je lui ai fait signe et nous sommes partis. Toutes les quelques secondes, je la regarde dans le rétroviseur et j'observe son comportement. Elle croisa les bras et regarda glacialement par la fenêtre de la voiture avec une expression profondément triste sur le visage. Les cheveux sur sa tête étaient noirs et enroulés autour de son front. Plus je lui jetais un coup d'œil furtif, plus je réalisais ce qu'elle faisait pour me mettre si mal à l'aise en premier lieu. Sa peau n'a pas l'air bien. Elle semble humide et incolore. Ça n'a pas l'air sain. Pourquoi me regardes-tu ? Ces paroles m'ont pris au dépourvu. Elle me regarde directement dans le rétroviseur maintenant. Oh, eh bien, je suis désolé. Je ne voulais pas paraître grossier. J'ai souri maladroitement et j'ai gardé les yeux sur la route. Tu n'as pas répondu à ma question. Y a-t-il quelque chose qui te dérange ? Continua-t-elle calmement. Je m'arrêtai un instant. Bien sûr, j'aurais pu mettre fin à la conversation par un refus catégorique, mais elle regardait trop attentivement dans le rétroviseur. Je vois que ses yeux ont l'air drôles. Tu n'as pas l'air bien, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta peau ? Elle regarda tout sèchement.
Qu'est-ce qui ne va pas? Je pouvais détecter une pointe d'agressivité dans son ton. Cette dame a l'air dégoûtant. Je veux dire, je peux prendre soin de moi, mais tu insistes pour que je te dise pourquoi je te regarde. Nos regards se croisent à nouveau à travers le rétroviseur. Sa peau est tellement intéressante. Ses yeux ne sont tout simplement pas naturels. Heureusement, nous sommes presque près de Dimmsdale Avenue. J'ai eu un sentiment très effrayant en cours de route. Combien? Demanda-t-elle à nouveau soudainement. Ne t'inquiète pas, répondis-je après une pause, m'arrêtant près de la rue Water. Ma maison n'est qu'à quelques pâtés de maisons et je vais prendre ma retraite de toute façon. Je vais encore conduire comme ça. Puis elle a fait quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Merci Wilson, a-t-elle souligné. Je me suis retournée brusquement. Comment tu connais mon nom? Elle a ri. Juste à ce moment-là, mes yeux s'écarquillèrent d'horreur. Elle n'avait pas de dents et sa bouche était aussi noire que la mort. La prochaine fois que vous porterez un corps, apprenez à vous mêler de vos affaires. Vous n'allez pas jouer avec une femme morte. Elle ouvrit la porte et sortit. Puis j'ai eu envie de faire dans mon pantalon. Derrière Watt Street se trouve un cimetière où une fille a été retrouvée morte il y a 2 jours. Elle portait un jean bleu et un gilet blanc. Le 14 novembre 1878, le maire de Beaune reçoit une lettre plutôt étrange, émanant de Pierre Valette. Il s'agit au départ d'une simple demande de travaux sur un caveau familial au cimetière de Beaune. Pourtant, cette missive est assortie du souhait de faire procéder à l'ouverture des 2 cercueils pour vérifier s'ils contiennent bien les restes mortels de mes père et mère. En effet, Pierre Valette a perdu sa mère Anne Lemasson, décédée à Beaune le 25 janvier 1871 et son père, également nommé Pierre Valette, décédé à Beaune le 9 juillet 1873. Ce couple, originaire de la Creuse, s'était fixé à Beaune où l'époux exerçait la profession de constructeur et directeur de l'usine à gaz de la ville. Il était concessionnaire de l'approvisionnement en gaz de la commune de Beaune et de ses hameaux. La mort de ses parents a visiblement beaucoup troublé le demandeur puisqu'il indique, à la suite de rencontres plusieurs fois répétées dans des conditions particulières, en divers lieux, l'un et l'autre me sont apparus, vivant et agissant dans les sociétés où je me trouvais moi-même, sans que j'aie pu leur parler, les approcher et m'en assurer par le sens du toucher alors que la vue et tous mes sentiments me les désignaient. Dans le doute, la municipalité accepte la demande de Valette et fait procéder aux exhumations des corps. Il faut dire que les citoyens beaunois ont encore en mémoire la translation du cimetière de l'avenue de la Gare vers le terrain des Boîtes en 1871, et ils sont assez suspicieux quant à la manipulation des corps de leurs aïeux. C'est donc le 20 novembre 1878 que l'exhumation a lieu en présence de Moreau, médecin, de Cocal, pharmacien, du commissaire de police et de Pierre Valette qui se déclare satisfait. Pressentant toutefois des soucis, le pharmacien prévient, en raison de l'état de décomposition et de putréfaction dans lequel se trouvent les corps, il ne serait pas prudent de faire procéder à une nouvelle exhumation. 10 jours plus tard, Pierre Valette revient à la charge expliquant que la première visite fut trop superficielle et demande une seconde exhumation, car les 2 cadavres que renferment ces 2 cercueils ne sont pas ceux de mes père et mère. Valette a réuni l'ensemble de sa famille et des médecins ayant soigné ses parents et exige une nouvelle exhumation. Les autres membres de la famille se désolidarisent toutefois de cette démarche et reconnaissent pour leur part que les corps inhumés sont bien les corps de leur père et mère. L'affaire remonte jusqu'au préfet qui laisse la municipalité agir comme elle l'entend.
Valette réitère plusieurs fois sa demande sans succès jusqu'au mois d'avril 1879 où, sans doute découragé par les réponses négatives de l'administration et laissé seul dans son combat par ses proches, la correspondance cesse. Pierre Valette décède à Beaune le 9 septembre 1894, rejoignant ainsi ses parents dans l'au-delà. Nul ne sait s'il avait auparavant été de nouveau troublé par des visions. Au bas de cette vidéo, vous retrouverez les liens pour vous procurer, soit les livres électroniques de format PDF, ou si vous préférez les pistes sonores, de format MP3, et ce, à un prix si bas que vous ne voudrez pas vous en passer. Des livres traitant de sujets variés, mais tout aussi intéressants, les uns que les autres. Vous retrouverez les livres suivants. Histoires incroyables, insolites et inexpliquées, tome 1 et 2. 20 histoires de voyages temporels. 126 anecdotes de par le monde. 10 histoires d'expériences de mort imminente. Les recueils de 500 citations célèbres chacun, tome 1 à 9. Histoires de fantômes. Apparition de la Vierge Marie. Et les séries de 24 blagues chacune de Vaut mieux en rire. L'achat de ces publications m'aidera à continuer d'offrir gratuitement sur YouTube tous ces sujets intéressants, afin que chacun puisse en profiter. Merci de votre attention.